Bienvenue dans ce séminaire Un chercheur du Gérard vous parle, où ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Jean-François Plante. Donc, Jean-François est titulaire d'un doctorat en statistique de l'Université de Colombie-Britannique et il a également complété un stage postdoctoral en statistique à l'Université de Toronto. Donc, Jean-François est professeur agrégé à HEC Montréal. Il est titulaire d'un professorship en innovation pédagogique en ludification de l'apprentissage en sciences des données et directeur associé au pôle sport. Son programme de recherche consiste à développer des méthodes statistiques pour l'inférence et la prévision adaptées aux architectures distribuées qui servent au traitement des mégadonnées. Il collabore également avec des chercheurs en sciences sociales afin d'étudier empiriquement le comportement humain à partir de mégadonnées sportives. Il participe enfin à de nombreux projets de recherche industrielle en sciences des données. Donc voilà pour une brève introduction et je laisse la parole à Jean-François pour sa présentation intitulée « Sélection objective de variables avec un algorithme génétique parallèle ». Donc tu as la parole, Jean-François. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Olivier, pour la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'ai fait avec un étudiant de maîtrise. Donc, Maxime Larocque était mon étudiant de maîtrise et Michel Hadès est un professeur que Maxime avait beaucoup aimé de l'UQAM qui a co-dirigé Maxime. Là, je ne vois personne à l'écran, donc je ne vous tordrai pas le bras autant que mes étudiants, mais s'il y en a qui ne sont pas trop gênés là, puis qui veulent allumer leur caméra, ça fait un peu moins solitaire, donc ça donne moins l'impression de parler dans une salle vide. Alors, gênez-vous pas. De quoi est-ce que je parle? Comme je vous l'ai dit, c'est le projet de Maxime qui a reçu le prix du meilleur mémoire en 2019. Un mémoire sur article. Donc, on a écrit un article qui est encore en évaluation, donc dans un journal. Présentement dans Advances in Data Analysis and Classification. On n'a pas une nouvelle, on verra. Ce dont on parle, c'est un algorithme génétique parallèle pour la sélection de variables. Ça provient d'un article de 2006 écrit par Mouzou de l'Université de Waterloo et Hugh Chipman, qui a une chaire à Acadia. Deux statisticiens au Canada qui sont très bien connus pour leur travail dans tout ce qui est apprentissage statistique. Le résultat final de leur proposition, qui était publié dans Technometrics, c'est un graphique qu'il faut interpréter. Donc, c'est pour la sélection de variables, savoir quelles variables mettre dans un modèle prédictif. Et à la fin, on a un graphique. C'est Maxime qui a lu cet article-là. Là, il est venu me voir un peu grognon cette fois-là en disant « J'aime ça, mais c'est subjectif, c'est pas automatisable, c'est sûr qu'on peut faire mieux. » OK, voilà, c'est peut-être une bonne idée de projet de maîtrise. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais en fait, le plan plus précisément, donc, il y en a peut-être qui connaissent un peu les algorithmes génétiques ou peut-être pas. Donc, je vais commencer de là. Je vais vous expliquer c'est quoi un algorithme génétique pour la sélection de modèles comme ça. Simple. C'est quoi les algorithmes génétiques parallèles, ceux que Mouzou et Hugh Chipman ont créés. Je vais vous parler de notre contribution. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a prouvé? Je vais vous montrer des exemples numériques des simulations, puis également un élément de plus qui n'est pas dans le mémoire de Maxime, mais qu'on a ajouté par la suite à des commentaires, pas en fait des commentaires d'arbitre, disons des critiques d'arbitre, et on lui a répondu, on a répondu de cette façon-là. Donc, juste pour mettre la table un peu, quand on parle de sélection de variables, normalement, c'est quand on veut faire des prévisions. Parce que si on a un problème d'inférence, là, on se demande est-ce que telle chose cause telle autre? Est-ce que la cigarette cause le cancer? On ne va pas faire une sélection de variables dans ces circonstances-là. La sélection de variables, elle est basée sur la question de recherche. Donc, il n'est pas vraiment question ici de dire quelle variable prédise mieux qu'une autre. On va vraiment mettre des variables dans un modèle qui sont bien choisies parce qu'elles représentent quelque chose, elles répondent à une question de recherche, puis on va essayer de voir est-ce qu'elles sont significatives ou non. Donc, ça, c'est vraiment une approche différente de l'approche plus machine learning, plus apprentissage machine, où on dit on a plein de variables, qu'elles aient un lien causal ou non, elles devraient nous aider à faire des prévisions. Et donc, on va chercher à mettre dans notre modèle des variables qui font des bonnes prévisions. Et dans le cas où on veut utiliser une régression pour ça,
ou un autre modèle linéaire. Bien, on va ajouter dans le modèle très souvent tous les carrés des variables, des termes d'interaction. Donc, on enrichit le nombre de variables. Puis une fois que ce nombre-là est plus grand, maintenant, on procède à la sélection de modèles avec plusieurs méthodes possibles. Dans les cours de bac, on apprend la méthode stepwise, mais bon, les algorithmes génétiques sont aussi une méthode qui peuvent être utilisée pour choisir quelles variables on devrait mettre. Et puis, ben, dans le fond, on fait ça pourquoi? C'est que si on met trop de variables, on a un modèle trop complexe, on fait du surapprentissage. Donc, notre modèle pense qu'il est bon, mais finalement, il s'ajuste juste aux détails des données. Alors, quand on fait de la prévision comme ça, la mesure qui prime, c'est est-ce qu'on va être capable de faire des bonnes prévisions sur des nouvelles données? Donc, c'est vraiment la performance hors échantillon. Alors, juste pour expliquer un petit peu cet aspect-là, j'ai pris une photo ici là, qui va peut-être vous faire pleurer parce que c'est pré-pandémie. Donc, vous voyez des gens souriants qui sont à moins de 2 mètres l'un de l'autre. Il faut espérer, ça va revenir un jour. Mais là, je vais vous demander votre aide. Sur cette photo-là, il y a 3 garçons et 3 filles. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître qui sont les garçons, qui sont les filles? J'ai ouvert la fenêtre de chat. Si vous voulez me suggérer des critères pour dire c'est qui est une femme, qui est un homme, allez-y. On n'est pas plusieurs. Vous pouvez même juste ouvrir votre micro et proposer. Personne? Vous n'êtes pas capable de dire la différence? Allez, on y va avec les Toutes cheveux. les filles ont les cheveux longs. Ah! Michel et Camélia, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez parlé des cheveux longs. Effectivement, les filles ont les cheveux longs. Et les gars, les cheveux courts. Puis là, il y a 2 personnes. En fait, je vois 5 images. Il y a Camélia, Alexandre, et puis Olivier Michel et Rouillot César ont des photos dans leur profil. Ça marche aussi. Donc, les cheveux longs sont les femmes. Excellent. C'est peut-être un bon Regarde critère. Georges. Regarde Ouais, Georges. Georges n'a pas allumé sa caméra. Mais effectivement, Georges a les cheveux longs présentement. Hein? Donc, Georges, il va peut-être falloir que tu parles à Michel un peu. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être des choses qu'il ne sait pas. C'est un modèle d'intelligence artificielle. C'est sûr que ça a raison, cette affaire-là. Un autre critère, les garçons ont typiquement les jambes écartées. Oui. Donc, le mansplaining, est-ce que les genoux sont collés ou non? C'est peut-être un bon critère aussi. Je vous en propose un, c'est celui qu'on va prendre. Regardez la couleur des bottes. À gauche, la première fille a des bottes noires, le garçon a des bottes brunes. La fille a des bottes noires, les 2 garçons ont des bottes brunes, puis bon, à droite, c'est peut-être un peu pâle, mais c'est plus noir que brun. Donc, voici mon modèle. Si quelqu'un porte des bottes pâles, c'est un homme. Si quelqu'un porte des bottes ou des souliers foncés, c'est une femme. Et là, si on était en présence, je pourrais vraiment m'amuser à aller voir ce que vous portez, ce que vous avez dans vos pieds. Et là, je ne suis même pas sûr que vous avez des souliers à la maison. C'est facile de rester en bas. Mais bon, j'ai un modèle parfait ici, taux de classification de 100 %. Tout le monde est prêt à acheter ça? C'est fiable. Camélia, vous avez dit? Je disais, c'est fiable. C'est fiable? Excellent. Les chiffres ne peuvent pas mentir quand même. Hein? 100 %. Comme consultant, là, je pourrais donner une grosse facture. J'ai un modèle parfait. Alors, c'est quoi le problème ici? Bien, le problème, c'est qu'on a pris des données d'apprentissage pour évaluer notre modèle. C'est un problème très grave qui ici est un peu drôle, mais si on le fait dans un contexte où c'est moins évident, le problème va être tout aussi grave. La prévision ne sera peut-être pas à 100 %, mais elle va être beaucoup meilleure qu'elle ne devrait l'être. Donc, ça ne représentera pas la réalité. Donc, quand on veut faire un modèle de prévision, on doit bien faire attention. Le principe, c'est de ne jamais utiliser les mêmes données pour l'apprentissage et la validation. La validation, donc, quand on essaie de voir si ça fonctionne. Alors, c'est ce que j'ai sur la page suivante. Donc, il y a cet aspect-là. En fait, c'est un élément fondamental de la méthodologie lorsqu'on fait des prévisions. Et d'ailleurs, là, je vous donne un exemple avec un petit arbre de décision qu'on a dessiné, mais pour la régression, c'est la même chose. Pour les forêts aléatoires, c'est la même chose. Pour les réseaux de neurones, c'est la même chose. Il faut évaluer le modèle sur des données qui n'ont pas servi pour son entraînement. Donc, il y a essentiellement deux grandes solutions à ça. La première, c'est tout simplement de séparer les données. Donc, on met d'un côté des données
au hasard dans un groupe qui sert à l'apprentissage. Ça veut dire trouver les paramètres de la régression. Ça voudrait dire trouver les paramètres d'un réseau de neurones, si c'est ça notre modèle. Mais nous, aujourd'hui, on va parler de régression, de modèle linéaire. Et on garde d'autres données cachées. Et ça, on s'en sert uniquement pour voir si on fait des bonnes prévisions. Donc, on va se servir de ça dans la construction de notre algorithme génétique. On va se servir de cette stratégie-là où les données, je vais les séparer en deux blocs. Un qui sert à ajuster la régression, l'autre qui sert à vérifier est-ce que ma régression a une bonne performance ou non. Il y a une autre option aussi qui est la validation croisée, qui fonctionne très bien aussi. Comme je ne m'en sers pas aujourd'hui, je n'ai pas ajouté une acétate pour en parler, mais bon, c'est un petit truc, ça, qui permet à la fin de garder toutes les données pour l'apprentissage final. Donc, allons-y maintenant vers la génétique. Alors, je suis dans quelle situation? J'ai un modèle de régression. Là, je suppose que vous en avez tous déjà vu au moins un dans votre vie. Vous avez une variable Y que vous voulez prévoir. Vous avez plein de X qui permettent de l'expliquer. Donc, par exemple, ici, j'en ai mis D, grand D, comme dans dimension. Donc, j'ai ces informations-là dont je veux me servir pour prédire. Alors, le choix de modèle ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai la possibilité d'inclure ou non chacun de mes prédicteurs. Chacun des X, est-ce que je veux ou non le mettre dans mon modèle? C'est ça la sélection de modèles dans le cadre d'une régression comme ça. Alors, juste pour concrétiser les choses, dans le fond, mon Y, ça pourrait être est-ce qu'un client de téléphone cellulaire va quitter dans les 3 prochains mois? Là, on ne serait pas en régression linéaire, ce serait de la régression logistique, mais je vais vous le mentionner à la fin, ce dont je parle aujourd'hui est applicable à ça aussi. Donc, est-ce qu'il va quitter dans les 3 prochains mois? Puis là, j'ai des données sur ces gens-là. Est-ce qu'il y a une balance sur leur téléphone? Combien de fois ils ont appelé pour faire une plainte? C'est quoi leur usage de données? Est-ce qu'ils ont dépassé leurs données allouées? C'est quoi leur usage de voix? Est-ce qu'ils ont dépassé? Donc, vous voyez, il y a plein de variables comme ça qu'on peut aller chercher sur leur usage, sur le fait qu'ils ont appelé ou non au service à la clientèle, etc. Et ce qu'on peut faire, c'est justement prendre ces données-là pour ajuster un modèle. Maintenant, pour avoir les meilleures performances, il faut choisir les bonnes variables. Si j'en mets trop, si je mets 200 variables, mais qu'il y en a plein qui sont inutiles, ça ne va pas me donner un meilleur modèle. Il faut qu'on choisisse juste les bonnes pour avoir la meilleure performance possible. Et donc, c'est là l'enjeu ici. Maintenant, où est-ce qu'il y a de l'ADN là-dedans? C'est de dire, dans le fond, ici, là, j'ai des variables. Bon, D, ça pourrait être 200, ça pourrait être 15. J'ai un certain nombre de variables. Chacune, je vais décider est-ce que oui ou non, elle est incluse dans mon modèle. Et ça, je peux le coder comme c'est ça l'ADN. C'est-à-dire que le petit ruban que vous voyez ici, c'est pour chacune des variables. X1, est-ce qu'elle est là ou non? Oui. La première variable, elle est là. X2, est-ce que je la mets ou non? Oui. X3, c'est peut-être le nombre de plaintes, ça. Oui ou non? Ici, c'est non. Je pense que j'ai dit oui pour le 0 avant. En tout cas, peut-être que je me suis trompé, mais quand c'est 0, la variable n'est pas là. Quand c'est 1, elle est là. Et donc, ça représente notre modèle. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Des questions? Je ne l'ai pas mentionné plus tôt. Que ce soit un cours ou un séminaire, c'est le fun quand il y a des questions. Alors, ne vous gênez pas, on n'est pas plusieurs. Vous pourriez même juste vous prononcer, faire unmute et parler. Ne vous gênez pas. Sinon, j'ai le chat sous les yeux. Si vous aimez mieux écrire d'abord, ça fonctionne aussi. Donc, voici, un modèle est représentable par un brin d'ADN qui est vraiment juste une séquence de 0,1 qui dit est-ce que oui ou non, chaque variable est dans mon modèle. Maintenant, quand on parle d'algorithme génétique, c'est qu'on sort de cet ADN-là et on essaie de le faire évoluer. Donc, on a besoin d'abord d'une population. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. Chaque petit ruban ici, dans le fond, c'est un modèle différent. Pour que ça soit représentable, ici, j'ai en fait 6 variables. Puis là, chaque variable est là ou non. Comment je prends ma population initiale? Tout simplement au hasard. Donc, pour le hasard ici, j'ai une probabilité pi0. C'est le symbole que j'ai choisi d'utiliser, qui me donne la probabilité que la variable soit incluse ou non. Et ça de façon indépendante pour chacun des brins d'ADN ici. Donc ça nous donne une première génération de modèles. J'en ai mis 9. J'ai une population de 9 modèles pour vous le montrer visuellement. Ils sont ici. Dans la nature,
ben, il y a des individus qui ont plus de chances de se reproduire que d'autres. Il y a des individus qui ont plus de chances de survivre que d'autres. Il y a des individus qui vont s'accoupler pour faire des enfants. Puis, au fur et à mesure, juste par le hasard, il y a de la mutation. Mais c'est la même chose qu'on reproduit ici, mais avec les modèles. Donc, première étape, c'est quoi la capacité de mon modèle à se reproduire? Dans la vraie vie, on veut des individus qui sont capables de survivre, de se reproduire, qui ont la meilleure chance comme ça de survie. L'équivalent pour un modèle, dans le fond, j'ai un modèle qui prédit bien. Donc, j'ai besoin d'une mesure de fitness, d'une mesure de forme qui nous dit est-ce que le modèle prédit bien? C'est là qu'on retourne à mon exemple avec les bots. Je vous ai mentionné que ce qu'on allait faire, c'est vérifier si le modèle prédit bien sur des données de validation. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Si, dans mon exemple, des gens qui quittent la compagnie de cellulaire, ben, j'ai 50 000 clients sur lesquels je veux ajuster mon modèle, mais je ne les prends pas tous les 50 000, je m'en fais 2 blocs. Peut-être 30 000 pour l'ajustement, puis 20 000 que je garde de côté. Ça veut dire que pour chacun des modèles que vous voyez ici, je prends mes 30 000 clients, je trouve les paramètres. Et là, ce modèle-là, ben, je le prends, puis je m'en vais faire des prévisions pour les 20 000 autres personnes. Et les prévisions que je fais sur ces 20 000 autres personnes-là, je peux les comparer au fait qu'elles ont quitté ou non. Donc, ça me permet de savoir la performance de mon modèle. À quel point est-ce qu'il a raison? Bien, ça, je l'ai fait pour le premier modèle. Je l'ai fait aussi pour le deuxième modèle. J'ajuste sur mes mêmes 30 000 données. Je fais une prévision sur les 20 000, je le compare à la réalité. Et ça me donne comme ça une mesure pour chacun des modèles de sa capacité à prédire. La petite formule que vous voyez en bas, c'est celle qui est utilisée pour la fitness. Essentiellement, le epsilon ici représente l'erreur. Donc, là, je me suis lancé directement dans un exemple binaire, mais si on était en train d'essayer de prédire quelque chose de continu avec une régression linéaire, mais ces epsilon-là, ce serait l'écart. Donc, peut-être je veux prédire la valeur d'une maison lors de sa vente. Et mon modèle va prédire peut-être 560 000 $. Là, je regarde, c'est une maison déjà vendue, c'est vendu 570, donc c'est une erreur de 10 000 $. Alors, j'ai cette erreur-là, c'est le vecteur epsilon chapeau ici. Le sigma, c'est une matrice de covariance qui mesure la covariance de ces erreurs-là selon le modèle. Et on l'inverse ici. On a une certaine puissance négative parce que, dans le fond, plus il y a d'erreurs, moins c'est bon. Donc, le fitness, vu qu'on divise par ça, bien, une erreur proche de 0, en l'inversant, ça va devenir proche de l'infini. Donc, moins il y a d'erreurs, plus la fitness est élevée. Puis, bien, le paramètre gamma, ça permet d'intensifier les pics un peu. Si on prend une valeur plus grande que 1, ça fait que les valeurs près de 0 puis plus loin vont s'éloigner un peu. Donc, ça peut rendre l'algorithme plus sensible à des différences. Donc, c'est vraiment l'idée. Alors, chaque modèle est ajusté sur un jeu de données d'apprentissage. On l'évalue sur la validation. On mesure l'erreur moyenne, en quelque sorte. Et cette erreur moyenne-là, on en prend l'inverse. Donc, plus il y a d'erreurs, moins le modèle a une grande fitness. Un modèle qui a 0 erreur serait infini. Bon, ça n'arrive jamais parfaitement, 0 erreur. Et donc, ça, c'est pour la fitness. Ça nous permet d'identifier quel individu est le plus en forme. Quel individu devrait se reproduire. Puis là, bien, ça fonctionne bien pour nous parce que ça fait des modèles, plus les prévisions sont précises, plus les prévisions sont bonnes, plus ils ont de chances de passer à la prochaine génération. Et donc, pour créer la prochaine génération, bien, on choisit au hasard dans notre population 2 modèles. On les choisit de façon proportionnelle à la fitness. Donc, c'est là que ça vient jouer. C'est là qu'il y a un élément important. On a une mesure de leur capacité à prédire. Et meilleurs ils sont, plus leur chance de se reproduire est grande. Et donc, c'est ce qu'on fait. Ici, on en a identifié 2. Alors, ce sont les 2 parents ici. D'ailleurs, on peut avoir le même parent. Là. Il peut avoir de la... Comment on appelle ça donc? Ah, j'oublie le terme biologique, là, mais il y a des espèces qui peuvent se reproduire avec elles-mêmes. Je pense que les escargots sont capables de le faire, par exemple. Donc, on le permet ici aussi.
Et puis, donc, ça pourrait être le modèle avec lui-même aussi. Mais là, j'en ai deux. J'ai deux parents. Et au hasard, chacun des gènes va être pris d'un parent ou de l'autre. Donc, c'est ce qui est représenté en bas. Chacune des variables va être choisie chez un parent. Donc, dans le parent d'en haut, on avait, pour les X1 et X2, oui, oui, les deux variables étaient là, mais dans le parent d'en bas, c'était non, oui. Et vous voyez, la première variable, c'est le gène du deuxième parent. Donc là, dans l'embryon qui est créé par cette combinaison de parents-là, ben, la variable n'est pas là, X1, mais X2 s'y trouve, etc. Donc, on les a combinés comme ça. Vous me suivez à date? J'appelle cet élément-là un embryon parce que dans la nature, il se passe aussi une mutation. Donc là, ici, on a le bébé potentiel, mais avant que la mutation se produise. La mutation, c'est qu'au hasard, chacune des bits pourrait changer. Donc, une variable qui était là pourrait ne plus être là, une variable qui n'est pas là pourrait s'y ajouter. Et donc, au hasard, de façon indépendante, lorsqu'on est à la génération G, il y a une probabilité θ G que chaque bit flippe, qu'elle change. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai représenté ici par le petit cercle rouge ou un petit cercle vert. Donc, quand c'est rouge, le hasard a dit non, ce gène-là est le même. Et quand c'est un petit rond vert, bien, le hasard a dit ce gène-là est modifié. Donc, la variable X3 ici qui était là n'y est plus parce que la mutation a enlevé ce gène-là. Même chose pour le quatrième ici. La probabilité de mutation est habituellement assez basse, donc très généralement moins de 10 %. En particulier, ce serait un peu contre-productif de mettre au-dessus de 50 % parce que ça veut dire que les gènes des parents seraient automatiquement mis au contraire. Donc, on trouverait quelqu'un, on prendrait les meilleurs modèles, puis ensuite, on ferait le plus différent que ce qu'on avait. On changerait plus que la moitié de leur gène. Ça n'aurait aucun sens. Donc, vous voyez, il faut que ça soit quand même faible. Et il y a un indice G ici parce que, bon, évidemment, là, je vous ai parlé d'une population initiale. On fait une autre génération, mais on va continuer. On veut plusieurs générations. Et parfois, on peut modifier cette mutation-là. Donc, on va le faire, par exemple, si on veut commencer avec la population, on veut générer beaucoup de cas, on va avoir une grosse probabilité de mutation initialement. Mais là, si on veut, après ça, qu'on converge vers un même modèle, on ne veut pas qu'il y ait trop de bruit. Donc, la probabilité de mutation, elle pourrait décroître. C'est un petit peu semblable en esprit, ça, aux méthodes qui s'appellent les simulated annealing, donc quand on a une espèce de chaleur dans ce contexte-là, mais c'est un petit peu la même idée, d'avoir beaucoup de changements initialement, puis ça se refroidit avec le temps. Maintenant, comme je viens de vous le mentionner, ben, il y a plusieurs itérations. Donc, chaque itération va faire comme ça des nouvelles générations. Alors, on a commencé avec un certain nombre d'individus. Là, j'ai fait par exprès pour choisir des indices avec mes co-auteurs. On a choisi des indices qui avaient du bon sens, dans le sens où on a des individus, c'est l'indice I. Alors, on avait des générations, c'est l'indice G. Et donc, on part de la première génération dont je vous avais parlé. Et là, on prend ces individus-là, on fait des croisements, on fait la sélection, croisement, mutation. Ça nous fait une nouvelle génération. On fait une nouvelle génération avec le même nombre d'individus qu'on avait. De cette génération-là, on fait la même chose. Sélection, croisement, mutation. Puis, on génère comme ça des populations qui ont une taille constante. Donc, s'il y avait I individus, en fait, s'il y en avait 100 au début, il y en a 100 à chaque génération. Donc, ça ne change pas. Et donc, ça reste I tout le temps. Et le nombre de générations, lui, est habituellement fixé dans notre contexte. Il y a d'autres contextes où le nombre de générations peut dépendre d'autres mesures, mais là, dans le contexte où on travaille, nous, c'est habituellement fixé. Alors, ce qui est plus traditionnel, c'est ce qu'on dirait en anglais un algorithme qui est single thread. Donc, dans le fond, il y a juste une population qu'on veut faire converger vers quelque chose. Donc, et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là, des fois où le nombre de générations n'est pas nécessairement fixe, mais là, gardons-le fixe quand même. Donc, on prend une population, on la fait évoluer. À la fin, on regarde la population finale. Ça se peut qu'il y ait plus qu'un seul individu ou seulement quelques-uns parce que les meilleurs devraient prévaloir.
et on choisit le meilleur de cette population-là. Donc, ça, c'est une approche très standard, disons, avec une seule population. Est-ce qu'il y a des questions à date? J'apprécie beaucoup de voir Camélia et Alexandre, mais une taille d'échantillon de 2, ça ne donne pas beaucoup d'idées si... Ouais, bonjour, peut-être une petite question. Oui, allez-y, Gilles. C'est Gilles. Oui, alors, je me demandais juste comment vous choisissez la taille de la population initiale, surtout la taille par rapport au nombre de gènes possibles. Oui. Donc, en fait, il y a des compromis à faire. Je n'ai pas préparé d'acétate là-dessus, mais c'est une discussion qu'on a dans l'article. Il y a la taille de la population, il y a le nombre de générations et il y a même d'autres paramètres comme la probabilité d'une mutation ou la probabilité d'avoir un 1 dès le départ. Ce sont tous des paramètres de l'algorithme. On a écrit quelques indications pour aider à les choisir, mais ça demeure quand même un peu arbitraire. Ça va dépendre un peu du modèle, ça va dépendre un peu de la capacité de calcul que les gens ont aussi. Est-ce qu'on veut mettre plus d'individus ou moins? Donc, il n'y a pas une réponse directe, mais il y a quand même des grandes indications qu'on peut suivre. Je ne sais pas si la réponse est suffisamment satisfaisante. Oui, non, c'est bien. Bien. Donc, on a une section spécifiquement là-dessus dans l'article. Évidemment, là, dans l'article, c'est dans la version parallèle. Donc, pour l'instant, je parle de single thread. La prochaine étape, ça va être de passer au parallèle. C'est surtout de ça dont on parle dans l'article. D'autres questions? J'aime les questions. Ne vous gênez pas s'il y en a. Alors, passons maintenant à ce que Zhu et Chapman ont suggéré. Donc, l'article de 2006 en Technometrics dont je vous parlais. Voilà. Ma roulette de souris était prise entre deux coches. Elle a décidé de changer de page toute seule. Alors, qu'est-ce qu'ils suggèrent, Zhu et Chapman? Ils disent, quand on est dans un contexte de sélection de modèles, peut-être que ce n'est pas si clair qu'on veut absolument converger vers un seul candidat. Et il pourrait y avoir, et donc il y avait deux choses. Il y avait cette notion-là, puis aussi la notion d'essayer de paralléliser les choses pour pas juste une population, peut-être en avoir plusieurs. Et donc, leur suggestion, c'est de dire on va créer plusieurs populations en parallèle. Donc, des populations qui, indépendamment les unes des autres, vont évoluer. Et on n'essaiera pas d'aller juste au meilleur. On va faire une évolution, puis on va arrêter en cours de route. On va essayer de voir c'est quoi la composition des gènes. Puis une des idées, dans le fond, c'est de dire les variables qui sont importantes, elles devraient ressurgir partout puis assez rapidement. Les variables qui le sont moins, ben, il y a moins de chances qu'elles ressurgissent partout. Donc, peut-être qu'elles vont être importantes dans une population au hasard, mais ce ne sera peut-être pas la même ailleurs. Donc, peut-être qu'on a quelque chose à aller chercher là. Et donc, voilà. Et bon, la variété comme telle est aussi, bien, elle est bénéfique en termes de sélection de modèles, un peu pour cet argument-là. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'on a des populations comme ça. Chacune est évoluée pour un nombre de générations, puis on regarde à la fin la dernière génération dans chacun des univers. Et ce qu'eux proposent, c'est de regarder, dans le fond, à quel point chaque variable apparaît souvent. C'est l'importance. Donc, c'est la petite formule ici. Je vous mène là dans un instant. Mais ce qu'ils regardent, dans le fond, ce que ça représente, ça, c'est de dire la dernière génération dans toutes mes populations, c'est quoi la proportion du temps où X1 est dedans? Bien, ça, c'est l'importance pour la variable 1. Puis, dans mes, disons, 50 univers, chaque bulle, on les appelle des univers, à la dernière génération, dans les 100 individus que j'ai, donc là, ça fait 50 fois 100, ça m'en ferait 5000. Mais sur les 5000, il y en a. C'est quoi la proportion de fois que X2 est là? Et donc, c'est vraiment ça leur score d'importance. La prévalence d'un gène dans la dernière génération dans tous ces univers-là. Je vous avais mentionné un peu plus tôt mon choix d'indices. Alors, vous le voyez plus explicitement ici. Pour éviter de trop s'y perdre, on a vraiment fait un effort d'avoir ici des lettres qui ont rapport avec ce qu'on fait. Donc, le B ici, bon, c'est notre gène. Je ne sais plus si c'était pour B comme binaire, là, parce que c'est oui ou non pour chaque valeur. Donc, ce vecteur-là,
c'est chacun des individus ici. Donc, le premier, le deuxième, jusqu'à D. Il y a des dimensions parce qu'il y a des variables. Dans le fond, ici, ce que vous voyez, c'est un ruban, là. Comme je vous les ai présentés précédemment, c'était des rubans 0 ou 1. Donc, ça ici, c'est 0 ou 1 pour la première variable dans ce modèle-là, deuxième variable, etc. Les indices, c'est quoi? Bien, d'abord, j'ai plusieurs individus dans une population. Donc, c'est pour ça que j'ai I ici, qui est un individu qui va de 1 à I. I pour individu. Dans le fond, ma première ligne, c'était D. D, c'était ce premier indice-là, qui est la dimension. Variable 1, variable 2, variable 3. Donc, X1, X2, X3. Ça, c'est D. Je vais avoir plusieurs générations. On a pris G pour génération. Donc, au départ, c'est G égale 0, ceux qui sont générés. Puis là, ma première génération, c'est quand j'ai fait des bébés avec cette première génération-là. Donc, G égale 1. Je refais d'autres bébés, G égale 2, jusqu'à grand G qui est fixé. Et comme je vous ai dit, on fait ça en parallèle dans des univers. Donc, c'est pour ça qu'on a U égale 1, 2, 3, jusqu'à grand U. Encore une fois, un chiffre qu'on doit choisir ici, combien d'univers. Et bon, l'importance ici, vous voyez, c'est tout simplement la moyenne. D est fixé parce que, bon, je veux l'importance de X1. Fait que D égale 1. Après ça, les individus, je vais faire une moyenne sur les individus et les univers, mais je ne le fais pas à toutes les générations, juste à la dernière. C'est pour ça que vous avez un G majuscule à droite ici. Vous avez un G majuscule dans la somme parce qu'on prend juste la dernière génération. Tous les individus, tous les univers, on fait la moyenne. Donc, ça, c'est le score d'importance que Zhu et Chipman proposent. Et ils le représentent sous forme graphique, ce qui est, ma foi, très sympathique. Ça fait une belle petite méthode. Vous en avez un exemple ici avec un jeu de données qu'ils appellent Pollution Data, qui vient d'un autre article. Et donc, où il y a 15 variables. C'est un jeu de données où on essaie de prévoir le niveau de pollution. Et donc, avec des paramètres que je n'ai pas répétés ici, ils ont fait leur algorithme génétique. Puis là, à la dernière génération, dans tous les univers, bien, vous avez des scores d'importance pour chacune des variables. À gauche, dans l'ordre des variables, X1, X2, X3. Puis à droite, quand vous le mettez en ordre décroissant. Et là, ça ressemble à plusieurs autres graphiques qu'on a parfois. L'idée pour l'interprétation ici, c'est de dire, OK, il y a une zone ici qui est assez plate. Alors, l'importance est grande, puis à un moment donné, ça se stabilise. Donc, prenons les importances ici qui sont plus grandes. La suggestion serait de prendre X9, X14 et X1. Alors, voici les variables qui sont suggérées par ce graphique-là. Est-ce que vous m'avez suivi pour l'interprétation de ça? On a des graphiques semblables souvent quand on choisit le nombre de clusters ou quand on choisit le nombre de facteurs dans une analyse factorielle. Donc, c'est le type de graphique qu'on est assez habitué de voir. Puis là, bien, on l'a pour une sélection de variables suite à cet algorithme génétique-là. Bon, je trouve ça très cool. C'est sympathique comme méthode. C'est subjectif parce qu'il faut que quelqu'un le regarde. Puis, par conséquent, c'est aussi plus difficile à automatiser. Alors, c'est là qu'on entre en jeu avec notre contribution. Et ce qu'on veut faire, c'est rendre ça automatisable, avoir un critère pour savoir ici, dans le fond, où est-ce qu'on coupe. C'était l'idée de Maxime, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je veux qu'on trouve quelque chose. Et puis, il y a eu une bonne intuition initialement parce que c'est lui aussi qui a dit, il me semble que quand les prédicteurs sont inutiles, là, ils pourraient être interchangeables. Et on doit être capable de faire quelque chose avec ça. Et j'ai bien aimé cette idée-là parce que je me suis dit, oui, effectivement, ça a du potentiel. Le fait qu'on puisse permuter les variables sous cette hypothèse-là, question de symétrie, je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la présentation du CRM la semaine passée. On a entendu beaucoup parler de symétrie. J'oublie quel prof de l'UQAM faisait la présentation. Mais voilà, on a une situation où la symétrie pourrait peut-être nous sauver, nous permettre de faire quelque chose de sympathique. Alors, notre hypothèse, c'est de se dire la chose suivante. Quand on a un modèle où toutes les variables disponibles ne nous permettent pas de faire des bonnes prévisions, bien, les modèles devraient avoir environ la même fitness. Il devrait avoir une symétrie ici. Peu importe le modèle, il ne devra pas avoir plus de chances d'être choisi qu'un autre. Si on prend cette hypothèse-là, qu'est-ce que ça donnerait comme distribution pour le score d'importance? Est-ce qu'on est capable de trouver la distribution du score d'importance sous l'hypothèse où, dans le fond, les choix vont être aléatoires, des choix entre les modèles pour
le croisement vont se faire de façon aléatoire, sans préférence. Petit détail, pour que ça fonctionne, il faut quand même faire des choix qui sont astucieux. Donc, le choix de la fonction de fitness est important. Si on a une fonction de fitness qui naturellement va favoriser les modèles avec moins de variables ou plus de variables, bien là, ça mettrait à mal cette hypothèse-là. Donc, il faut en choisir une qui ne donne pas de préférence systématique selon le nombre de variables. Et il y a aussi certains aspects d'un algorithme génétique qu'il faut laisser de côté. Un opérateur dont je n'ai pas parlé, puisqu'on ne s'en servait pas, c'est l'élitisme, où quand on a une population, on pourrait dire, OK, les meilleurs, on les fait passer directement à la prochaine étape. Donc, ça, c'est une étape d'élitisme que parfois les gens vont utiliser dans les algorithmes génétiques. Sauf que si on les fait passer directement, bien là, celui qui est juste un petit peu meilleur, juste par chance, il se rend jusqu'à la fin. Donc, il faut éviter, par exemple, d'utiliser l'élitisme pour être sûr qu'on a vraiment la sélection et le croisement comme je l'ai décrit. Donc, en autant qu'on fasse des choix qui sont raisonnables pour ça, ça devrait fonctionner que les modèles soient interchangeables. Donc, ce qu'on fait, bien, il faut mettre en place justement l'idée d'apprentissage-validation. Maintenant, pour éviter que la même variable soit toujours favorisée, on a plusieurs univers en parallèle. Bien, dans chaque univers, on fait un échantillon apprentissage et un échantillon validation. Donc, on a au moins le hasard ici qui nous aide. Si par hasard ici, X1 a l'air important alors qu'il ne l'est pas, bien, il y a peu de chances que ce soit le cas partout parce que notre échantillon de validation n'est pas le même partout. Donc, on prend ce soin-là. Maintenant, la grande question, comme je vous disais, c'est quelle est la distribution de mon score d'importance? Le score d'importance qu'on avait vu ici au bas de la page, et puis là, je n'avais pas insisté sur la notation ici, je l'avais appelé pi chapeau D. D étant la dimension, donc il y a une importance pour la première variable, il y a une importance pour la deuxième variable, etc. Donc, ces scores-là, quelle est sa loi limite? Bien, dans le fond, si je le réécris comme ça, oui, j'ai une moyenne sur tout, mais dans le fond, j'ai une moyenne sur les univers de l'importance dans chacun des univers. Si mon univers est assez grand, ce que j'ai, c'est tout simplement une moyenne de variables aléatoires qui ont la même distribution. Je peux tout simplement appliquer le théorème limite centrale. Donc, si j'ai un nombre d'univers suffisant, disons au moins une trentaine, pour être très classique, ou au moins 25 dans les normes qu'on enseigne à nos étudiants au bac, bien, mon pi chapeau D devrait suivre une loi normale. Maintenant, tout ce qu'il faut que je réussisse à faire, c'est déterminer la moyenne et la variance de cette distribution-là. Donc, c'est là qu'on doit s'embarquer dans quelques calculs. Alors, et pour connaître la distribution ici à la dernière génération, on n'aura pas le choix de passer un peu à travers ce qui se passe au fur et à mesure que c'est construit. Alors, laissez-moi vous décrire un peu les étapes qu'on a fait pour y arriver. Alors, pi-g ici, c'est l'espérance d'un bit donné. Donc, dans le fond, c'est pour une variable qui est inutile, parce que là, on est vraiment sous l'hypothèse où toutes les variables sont inutiles. Ça devrait être quoi le score d'importance moyen? Pour la variable D, l'individu I, à la génération G dans l'univers U. Maintenant, regardez, il y a plein d'indices qui sont à droite, qui ne sont pas à gauche. Donc, dans cette page-ci, je vous explique un peu pourquoi ils disparaissent. Allons-y même par le bas. Les univers sont indépendants, sont traités séparément. Donc, que je sois dans l'univers 1, 2, 3, 4, ça ne changera rien à l'espérance, c'est la même distribution. Donc, c'est pour ça que même si j'ai un U d'un côté, je n'ai pas besoin d'un pi GU ici, parce que c'est la même dans tous les univers. Je n'ai pas besoin de différencier. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de U à gauche, parce que c'est égal. C'est toujours égal, peu importe l'univers. Le G, lui, ben, je suis obligé d'en tenir compte parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des générations, ben, la proportion de 1 devrait changer. Ou en tout cas, définitivement, le potentiel de changer. Donc, au fur et à mesure que G varie, ben, la proportion d'un change. Donc, c'est pour ça que le G est à gauche.
Les individus, maintenant, dans une population donnée, ils sont tous simulés de façon symétrique. Est-ce qu'il y a une différence entre l'individu 1 et l'individu 10? Non. Ils sont vraiment tous pareils, sont interchangeables. Donc, quand je pense à la proportion d'1 à la génération G, ça ne devrait pas dépendre de l'individu parce que tous les individus sont sur un même pied d'égalité. Donc, pas de I non plus. Puis, c'est la même chose pour D aussi, la variable. Quand on a des variables qui sont complètement inutiles, donc qui ne permettent pas de faire une prévision, bien, toutes les variables sont traitées de façon symétrique par nos opérateurs. Ils devraient avoir la même fitness les unes que les autres. Donc, cette symétrie-là s'applique aussi. Donc, vous voyez, la proportion de 1, dans le fond, elle dépend juste de la génération où on est rendu. Et c'est là qu'on va pouvoir faire les calculs en conséquence. Donc, ces calculs-là, on peut les faire par récurrence. Dans le fond, on commençait au départ, on avait pi0 comme proportion de variables activées, disons, des variables qui sont dans le modèle. Et dans le fond, s'il n'y avait pas de mutation, on aurait déjà fini en quelque sorte. Pourquoi? Parce que si j'ai au départ 10 de 1, puis tout ce que je fais, c'est reprendre au hasard dans ces individus-là au fur et à mesure que ça progresse, dans une situation où personne n'a plus de chances d'être choisi que l'autre, ben, en bout de ligne, je vais avoir encore 10 de 1. Donc, parce qu'on fait juste les mélanger, puis tout le monde a la même probabilité d'être là. Donc, 0 ou 1, ben, ils font juste s'ajouter au même rythme. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. Mais bon, il y a de la mutation. À cause de la mutation, mais la proportion pourrait être modifiée. C'est pour ça qu'ici, à la génération G, ma proportion de 1, la proportion de variable qui est activée, ben, elle va dépendre du fait qu'il y ait une mutation ou pas. Et c'est pour ça ici que j'ai cette somme pondérée-là, parce que ma proportion, ben, quand le bit reste le même parce qu'il n'y a pas de mutation, elle ne change pas, mais sinon, elle se fait modifier parce qu'il y a une mutation. Donc, le calcul est fait ici avec les espérances conditionnelles. En prenant ça de façon récurrente, ça nous donne une formule de récurrence ici qui se calcule simplement. Elle ne se simplifie pas davantage vraiment, mais elle se calcule simplement. Et donc, ça nous donne à la génération G, quand on aura fini, s'il n'y avait pas aucun signal dans les données, quelle devrait être la valeur moyenne de l'importance. C'est une valeur qui diverge vers une demi. Alors, ce n'est pas un typo, là. Si vous vous souvenez des convergences des produits, c'est un produit ici qui diverge vers 0, donc globalement, ça diverge vers une demi. En tout cas, ça va aller vers une demi si G va vers l'infini. Des questions à date? Gênez-vous pas. Donc, ça, c'était, en fait, on est déjà arrivé ici à quelque chose d'intéressant. Ça, c'est mon espérance. Donc, je disais, on a une variable normale, j'ai besoin de son espérance et de sa variance. Bien, on a déjà la formule pour l'espérance. Good, ça part bien. Il faut aussi avoir la formule pour la variance. Et là, il y a une petite complication additionnelle. Bon, d'abord, avec la symétrie, on peut oublier les dimensions, les univers. Les univers sont complètement indépendants. Les dimensions elles-mêmes aussi, il y a cet aspect de symétrie-là. Mais maintenant, j'ai besoin de savoir, si je veux avoir la variance à une certaine étape, il faut aussi que je sois capable de calculer la covariance entre 2 bits. Puis là, l'enjeu que j'ai, c'est que quand je passe d'une population, d'une génération à l'autre, les individus pourraient avoir les mêmes parents. Le fait qu'un individu puisse avoir les mêmes parents va induire une corrélation entre ces bits-là. Donc, quand je calcule la variance, il va y avoir une covariance qui va venir modifier. Alors, ce n'est pas à la fin comme si j'avais juste une somme de variables binaires dont la variance, comme une Bernoulli, c'est P fois 1 moins P, puis j'ai déjà mon P. Parce qu'à cause de ces étapes-là, il y a aussi une covariance à tenir en compte. Ça, c'est dans le fait qu'on fait une somme du fait de ces 0,1-là à la fin. Donc, vous avez ici, dans le fond, un peu la suite des calculs. Je vais passer peut-être un peu rapidement, mais juste essayer de vous donner l'idée. Donc, c'est vraiment quand il y a un ancêtre commun qu'il peut y avoir un enjeu.
On a la covariance de 2 individus différents. Donc, même variable, même génération, même univers, 2 individus différents. Et quand on veut calculer ça, ben, si c'est le même individu, on a tout simplement la variance. Donc, si c'est l'individu avec lui-même. Et sinon, ben, il faut conditionner sur le fait que les 2 individus ont eu les mêmes parents ou non. Et selon qu'ils ont les mêmes parents ou non, et ça va modifier un peu. Le temps passe vraiment vite. Donc, je vais vraiment y aller rapidement sur cette section-là, mais donc, dans ce calcul de covariance-là, il faut aussi passer l'étape de l'embryon parce que la mutation qui vient jouer un rôle. Donc, c'est pour ça que si vous avez une petite étoile, ça, c'est pour l'embryon. Puis ensuite, bien, quand on veut passer au vrai, il faut regarder aussi est-ce qu'il y a eu une mutation ou non. Donc, essentiellement, là, le défi ici, ça a été de bien décortiquer d'où vient la covariance, qu'est-ce qui se passe étape par étape. Chaque étape n'est pas compliquée, c'est de les mettre ensemble et de ne pas en oublier de morceaux qui étaient plus difficiles. Tout ça pour dire qu'on a ici aussi une formule de récurrence et donc on est capable de trouver la variance de notre loi aussi. Donc, en bout de ligne, ça me permet d'avoir quoi? Ça me permet de savoir mon score d'importance pour la variable D. J'ai sa moyenne, je connais sa variance. Je peux faire un peu l'équivalent d'un test d'hypothèse, en quelque sorte. Ça n'en est pas vraiment un tout à fait, mais ça me donne quand même une base plus objective pour dire voici où est-ce que je vais couper. Et donc, les variables qu'on va garder, ça va être ceux dont le score d'importance calculé dépasse un certain quantile de la distribution qu'on vient de trouver. Donc, on va prendre, par exemple, le niveau auquel on s'attend, puis on va mettre l'équivalent d'un intervalle de confiance conjoint avec un ajustement pour les comparaisons multiples à 95 %. Donc, dans le fond, on se permet de se tromper 5 % du temps, sinon toutes les variables devraient être dans cet intervalle-là. Alors, c'est le critère qu'on a choisi. Des questions? Je vais vous montrer quelques calculs numériques. Donc, voici le jeu de données que je vous ai montré initialement, auquel on a ajouté en bleu la valeur espérée. Donc, c'est quoi la moyenne des importances s'il n'y a pas de signal. Et aussi en rouge, le critère pour choisir ou non chaque variable. Comme vous voyez, c'est les mêmes 3 variables qui auraient été choisies. Donc, ça fonctionne bien dans ce cas-là. Maintenant, un cas, c'est bien, mais il peut y avoir quand même de la variation. Donc, ici, vous voyez, les niveaux sont différents. C'est parce que j'ai pris le même algorithme génétique, mais avec des valeurs différentes. Et puis, bon, là, il y a 2 aspects là-dedans. Donc, les valeurs différentes peuvent me donner des résultats différents, mais un algorithme génétique, ça demeure quand même quelque chose qui est un algorithme qui est stochastique. Il y a du hasard dedans. Donc, oui, la réponse peut changer d'une fois à l'autre. D'une fois à l'autre, ça ne va pas toujours être le même modèle qui est choisi. Donc, est-ce que c'est très grave? Non, parce que dans le fond, quand on fait de la sélection de modèles, on veut choisir le meilleur modèle potentiel. Ce n'est même pas nécessairement notre réponse finale. Alors, mais ce serait bien de savoir si ça tient la route en général. Alors, c'est ici que j'ai quelques simulations à vous proposer. Maintenant, juste une petite parenthèse, quand on fait de la sélection de modèles, on peut se dire le meilleur modèle, c'est celui qui prédit le mieux. Ou on peut se poser la question, je voudrais récupérer les variables que je sais qui sont les bonnes. Les 2 points de vue se défendent. On a adopté le deuxième parce que c'était celui que Zhu et Chipman avaient mis de l'avant. Où l'idée, c'était est-ce que je peux récupérer les bonnes variables? Et donc, vous avez ici un premier exemple avec 20 variables. 3 d'entre elles sont vraiment actives, c'est-à-dire que notre Y dépend vraiment juste de 3 variables, X5, X10 et X15. J'ai écrit les paramètres ici qu'on a choisis comme étant les mêmes que Zhu et Chipman. Comme on faisait une contribution pour étendre leur papier, bien, on s'est collé un peu à ce qu'ils faisaient. Sinon, il a fallu justifier pourquoi on faisait différemment. Et donc, regardons 2 choses. D'abord, est-ce qu'on réussit à identifier les variables? Oui, très bien. Ce que vous voyez ici, c'est des box plots, donc qui donnent, dans le fond, la valeur médiane, les quartiles, le min, le max, pour les scores d'importance lors de 1000 répétitions. J'ai fait une simulation avec 1000 jeux de données différents. Puis là, on met les scores d'importance partout. Donc, vous voyez comment ils sont distribués. Ces variables-ci en vert, ce sont des variables qui ne sont pas importantes,
regardez comment elles sont proches de l'espérance qu'on a trouvée. Et elles dépassent très rarement le seuil. Donc, elles sont très rarement sélectionnées par erreur, alors que les 3 variables qui sont utiles, on les trouve tout le temps. Donc, ça, c'est très convaincant pour dire oui, on a bien réussi à récupérer ce qu'on avait. L'autre chose qu'on peut se poser comme question, c'est mais est-ce que la distribution dont on a parlé, ça tient la route? Et c'est ce qu'on voit ici. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché, pas triché en fait, c'est qu'on a brisé le Y. Le même modèle, on a mis Y en ordre aléatoire, ce qui veut dire que maintenant, il n'est pas relié du tout au X. Il n'est pas capable de les prédire, on les a changés de ligne aléatoirement. Et regardez comment on est près de l'espérance prévue. Et aussi, les petits points, c'est le seuil 95% individuel pour chacune des distributions. On est très, très près empiriquement de ce qu'on a calculé en théorie, ce qui, ça aussi, est une excellente nouvelle. Donc, le seuil qu'on a trouvé, ça a l'air de se confirmer. À moins que Olivier sorte le fouet et me dise non, tu dois terminer 10 minutes avant, peut-être que j'oserais continuer 5 minutes pour montrer d'autres exemples numériques. Écoute, dans la mesure où tu as demandé des questions au fur et à mesure, je pense que tu peux prendre un autre 5 minutes, bon. effectivement. J'essaie de continuer un peu rapidement comme ça, mais dans le fond, j'ai 2 autres simulations qui montrent un peu la même chose, mais donc allons-y. Un problème qui est difficile ici, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs variables qui sont corrélées. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une variable qui n'est pas dans le modèle, elle est quand même corrélée avec Y, mais indirectement. Donc, on a ici, dans ce modèle-là, 15 variables, les 15 premières qui ne sont pas utiles, mais qui sont hautement corrélées avec 45 autres variables qui sont, elles, utiles. Donc, il y a une corrélation entre les variables inutiles et le Y. Est-ce qu'on est capable de les départager? Et ça, j'avoue que c'est très impressionnant aussi. Pourquoi? Regardez ici les 15 variables qui ne sont pas dans le modèle. Leur importance est vraiment autour de la distribution qu'on a trouvée. Celles qui ont un signal plus fort sont trouvées systématiquement, puis celles qui ont un signal un peu plus faible sont quand même trouvées assez fréquemment. Donc, ça marche super bien. Si on regarde du côté de la distribution sous H0, quand on prend le Y puis on le met au hasard, mais là, vous voyez, on est un petit peu à côté. Donc là, c'est vraiment la corrélation entre les X qui nous jouent un mauvais tour parce que, bon, ils vont un peu se compenser les uns les autres. Donc, on s'éloigne un petit peu de cette distribution-là. Quand même pas trop, pas de façon épeurante, mais bon, on retombe un petit peu à côté. Dernier problème ici, dernier exemple, c'est les données de pollution que j'avais montrées. C'est un vrai jeu de données. Maintenant, je simule par rapport à ce jeu de données-là. Les 3 variables qu'initialement, on se disait qu'elles devaient être vraies, on les conserve. J'ai pris le jeu de données original pour trouver les paramètres, puis là, on génère des données là-dessus. Maintenant, c'est un jeu de données qui est petit et qui est hautement corrélé. Donc, c'en est un qui est un vrai gros défi. Vous voyez, malgré ça, oui, il y a plus d'erreurs, mais on réussit quand même à départager les bonnes variables de celles qui n'y sont pas. Pour ce qui est de la distribution ici aussi, en fait, c'est assez bien, mais pas pour le seuil de 95% ici. Maintenant, en cherchant la corrélation joue un rôle, mais la petite taille d'échantillon ici nous a joué des mauvais tours. Pourquoi? Parce que dans les univers parallèles, quand on a des petites tailles d'échantillons, on a plus de chances que par hasard, juste par la malchance, certaines variables aient l'air plus importantes que d'autres. Donc, c'est vraiment ça qui nous a joué un mauvais tour ici. Petit mot sur une étape de stratégie de plus qu'on a ajoutée. Cet article-là, on l'a soumis à des revues très compétitives. Puis, une des choses que les arbitres n'aimaient pas, c'est de dire, mais OK, je suis prêt à croire que quand il n'y a pas de signal, c'est comme ça, mais vous voulez faire de la sélection de variables quand il y a un signal. Pourquoi est-ce que votre distribution serait bonne pour les autres variables? Et donc, dans le fond, notre réponse à ça, ça a été de développer, juste d'ajouter une petite étape de plus qu'on a appelée l'éradication. C'est de dire, on est capable de trouver des variables qui ont du signal. Donc, une fois qu'on les a trouvées, forçons-les dans le modèle. Donc, l'éradication, dans le fond, c'est d'enlever tout modèle qui aurait un 0 à cette place-là, de ne plus permettre d'avoir un 0 dans ce gène-là. Et là, on va réappliquer notre méthode, ce qui fait que la méthode, finalement, elle s'applique juste aux variables qui ne veulent rien dire. Donc, à la dernière étape, lorsqu'il n'y a plus de variables qui sortent de l'intervalle qu'on a déterminé,
mais ça veut dire que les autres sont inutiles, donc notre résultat s'applique. Alors, dans le fond, ce qu'on a rajouté, c'est de dire, bien, prenons en séquence la méthode dont je viens de vous parler. Et à la dernière étape, bien, on peut dire effectivement que ce qui reste, les variables ne sont pas utiles, puis répondre à l'intervalle. On peut le faire par groupe. Donc, on dit parfait, toutes les variables qui sont significatives, je les enlève, puis je refais une autre étape. Ou on peut les enlever une à une, mais là, ça peut être long. Imaginez l'exemple avec 60 variables. Si je suis obligé de les enlever une à une, il faut que j'en enlève 45. Donc, il faut que je roule 45 fois l'algorithme. C'est très long. Donc, ça se fait. On peut le faire d'une façon ou de l'autre. Sur la prochaine page, je vous montre un peu ce qui s'est passé dans les 3 mêmes simulations par groupe. Alors, dans la simulation 1 qui était plus facile, les bonnes variables étaient là 100% du temps avec l'éradication qui a été utilisée. Par erreur, c'était entre 1,3 et 3,2% pour chacune des 17 autres variables. Dans le problème difficile, 100% des variables dans le premier groupe a été… on avait 15 variables qui n'étaient pas utiles, mais qui étaient corrélées avec les autres. Donc, entre 6 et 10% individuellement, chaque variable ont été incluses alors qu'elles ne le devaient pas. Les 15 variables avec les taux les plus faibles étaient presque toujours là, les autres à 100%. Et les données de pollution, on trouve les bonnes, mais bon, ici, il y a plus d'erreurs. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une situation où la faible taille d'échantillon nous cause problème. Et la grande corrélation entre les variables. Mais bon, globalement, ça fonctionne bien. Donc, dans l'article, vous allez trouver plus de détails. C'est un cahier du Gérard présentement. Il n'est pas encore accepté pour publication quelque part. Il est en évaluation présentement. Et on l'a aussi généralisé au GLM, donc, par exemple, régression logistique. Donc, conclusion. Il y a un score d'importance par Zoe Chipman qui était sympathique. C'est subjectif, ce n'est pas très automatisable. Ce qu'on a fait, c'est d'établir une hypothèse nulle, définir un aspect de symétrie, remarquer les conséquences de cette symétrie-là, en choisissant des paramètres qui étaient appropriés pour l'algorithme, on peut avoir la distribution du score d'importance sous cette hypothèse-là, ce qui nous donne un critère qui est objectif pour sélectionner les variables. Puis numériquement, on a montré que ça fonctionnait bien, que ça tenait la route. Donc, grâce à ça, on peut maintenant utiliser cette méthode-là de façon objective et de façon automatique sans que quelqu'un soit obligé de regarder. C'était ma dernière slide. Donc, j'ai couru un peu vers la fin, mais je m'y suis rendu. Merci beaucoup, Jean-François.